Cette fois, il s'agit non de colonisation, mais de décolonisation africaine. C'est d'ailleurs le titre du dernier livre signé Pierre Aski et préfacé par l'historien Pape Ndiaye. Bonsoir et merci d'être avec nous, Pierre. Bonsoir. Alors, ce livre est adapté d'un podcast que vous avez conçu pour la radio française France Inter. Vous proposez un voyage à travers 13 chapitres, 13 figures qui ont marqué cette époque sur le continent africain. Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Nelson Mandela ou encore Félix Houphouët-Boigny. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé d'un point de vue personnel à créer ce podcast qui est aujourd'hui un livre? Le point de départ, c'est une avant-première d'un film à Paris, Twist à Bamako, du réalisateur français Robert Guédiguian. Le film se passe au début des années 60, à l'époque de Modibo Keïta, et les acteurs sont pour la plupart des jeunes nés en France, à Montreuil, qui est une ville où il y a une grosse communauté malienne. Et quelqu'un dans la salle demande à l'acteur principal, un jeune homme, s'il connaissait bien cette histoire avant de l'incarner dans le film. Et il dit non, je ne la connaissais pas, nos parents ne nous en parlent pas et on ne l'apprend pas à l'école. Et j'ai trouvé ça tellement injuste, parce que le personnage de Modibo Keïta est un personnage passionnant, et cette époque historique, elle est fondatrice à la fois de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, et elle continue à peser sur l'histoire telle que nous la vivons aujourd'hui. Et donc c'est ça le point de départ qui m'a amené à concevoir cette série, et à passer par le prisme de ces pères de la nation. Alors justement, en parlant de ces pères de la nation, quel pays ou mouvement indépendantiste ou quelle figure vous a particulièrement marqué? Alors, je vais vous dire Mandela, mais c'est le plus facile parce que... Vous l'avez rencontré d'ailleurs? Je l'ai rencontré, oui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il m'a marqué. Mais j'ai été correspondant de l'AFP en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Donc c'est une période qui m'a profondément marqué pour le reste de ma vie. Et il se trouve que j'ai eu la chance ou la possibilité d'aller sur l'île de Robben Island, qui était la prison où Nelson Mandela a passé ses 26 années, pendant qu'il était emprisonné. Et c'était le seul voyage qui a été organisé pour la presse. On avait pour instruction de ne pas parler aux prisonniers. C'était la règle. Autrement, on n'était pas autorisé dans ce voyage, mais on voulait les voir. Et donc, on s'est retrouvé à quelques mètres de Mandela, dans la cour de la prison, sans pouvoir lui parler. Et je l'ai rencontré après sa libération, avant qu'il devienne président. Et voilà, c'est un personnage qui, pour moi... à tout, c'est-à-dire qu'il a été courageux et extraordinaire, héroïque dans son emprisonnement, dans sa lutte et dans son emprisonnement, et il a été exemplaire dans l'exercice du pouvoir et aussi dans le fait de laisser le pouvoir après un premier mandat, comme il s'était engagé à le faire. Donc voilà, c'est le personnage qui pour moi est le plus emblématique. Alors Pierre Aski, quand on parcourt ce livre, on a le sentiment que certaines figures de la libération, de la décolonisation africaine ont été sous-estimées ou mal comprises. Est-ce que c'est le cas de certains des portraits que vous dressez dans ce livre? Oui, certainement. Il y a par exemple un personnage, c'est Sylvanus Olympio, premier président du Togo. Qui a un parcours assez exceptionnel. Il est diplômé de la London School of Economics, une grande école économique au Royaume-Uni. Il a un parcours dans le secteur privé. Je pensais à lui tout à l'heure en écoutant le portrait de Tidjane Thiam. Mais il a été, à une autre époque, le patron d'un énorme groupe, d'une multinationale en Afrique de l'Ouest, avant de se lancer en politique. Et il avait donc une conscience de la gestion économique très forte. Et c'est peut-être ce qu'il a perdu parce qu'il ne voulait pas dépenser d'argent dans l'armée. Il a refusé de créer une armée. Il y avait 300 soldats au Togo à l'époque. Et il a été tué, assassiné, premier président africain assassiné par des anciens de l'armée coloniale qui voulaient être embauchés, recrutés dans l'armée togolaise, mais Olympio a refusé. Donc cette histoire, elle est très peu connue parce qu'il n'a pas gouverné très longtemps. Il a voulu sortir du franc CFA. Il avait une âme de révolutionnaire, d'une certaine manière. Une âme de révolutionnaire gestionnaire. Et c'est ça peut-être qu'il a perdu, mais je trouve que son parcours est exemplaire et hélas sa fin tragique. Alors justement, vous brossez le portrait de ces figures de la libération africaine. Il y a un paradoxe quand on parcourt le livre. Certaines de ces figures ont été acclamées parce qu'elles étaient d'une certaine manière les héros de l'indépendance africaine. Malheureusement, quelques années plus tard, elles se sont muées en tortionnaires, pour ne pas dire dictateurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez compris ?
Alors, c'est très difficile à expliquer. Et si je prends le cas que j'ai le plus approché, c'est celui de Mugabe. Il se trouve qu'au Zimbabwe, j'étais présent lorsque Mugabe a été élu en 1980. J'étais présent le jour de l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Et Mugabe était à ce moment-là le héros absolu, y compris de la part du côté des Blancs de Rhodésie, devenu le Zimbabwe, parce qu'il avait donné des gages. Il était le chef de l'armée la plus radicale et il avait donné des gages de réconciliation, d'entente, etc. Et très vite, il est devenu un dictateur paranoïaque qui a réduit son pays, il faut bien le dire, Zimbabwe qui était autrefois surnommé le grenier de l'Afrique. Le grenier de l'Afrique et qui ensuite a souffert de famine et qui s'en est toujours pas remis, même après le départ de Mugabe. L'explication qu'on peut donner, c'est que ces hommes étaient des idéalistes qui étaient animés d'un désir très fort d'indépendance, de conquête du pouvoir aussi, mais qui n'étaient pas des gestionnaires. Et que, confrontés à la réalité du pouvoir, c'est-à-dire de satisfaire les besoins de leur population, de gérer des questions complexes de relations internationales, ils ont été mis en difficulté et se sont repliés sur un autoritarisme qui leur permettait de garder le pouvoir. C'est hélas une évolution qu'on retrouve dans pas mal de cas de figure. Enfin, Pierre Aski, en quelques mots, il nous reste 1 minute. Selon vous, au cours de votre parcours de jeunesse, qu'est-ce qui a influencé votre regard sur la décolonisation ? Je pense d'abord qu'on doit avoir un regard sur la décolonisation. On ne peut pas le mettre sous le tapis en se disant tout ça c'est le passé, ça ne pèse pas sur le présent. Je pense que ça pèse sur le présent et donc moi, ma démarche, c'était que les gens renouent avec cette histoire qui a aussi des hommes qui ont joué un rôle dans l'histoire et qui méritent d'être connus, mais aussi pour comprendre comment aujourd'hui on peut construire des relations différentes. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur les œuvres dans les musées en fait partie, c'est-à-dire une démarche différente, égalitaire entre les continents. Et pour ça, il faut en passer par un regard sain sur l'histoire. Pierre Aski, merci d'avoir répondu à nos questions. Décolonisation africaine à retrouver aux éditions Stock.